Ce qu'il y a de curieux, quand on relit un livre, c'est ceci, il reste le même, les pages n'ont pas changé, les phrases n'ont pas changé, mais nous revenons différents. Et quand la vie nous transforme, le livre se transforme à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi il vaut la peine de revenir au classique, le texte n'a pas vieilli, c'est nous qui avons gagné d'autres yeux. Et des yeux neufs finissent par trouver des leçons qui, avant, étaient invisibles. Je voudrais commencer la peste de la manière la moins confortable possible, par une question qu'on évite, parce qu'elle nous engage. Quand le monde déraille, quand quelque chose de collectif, d'immense, d'impersonnel, commence à envahir la vie ordinaire, que faites-vous de votre liberté? Est-ce que vous la défendez comme un droit privé, intouchable, ou est-ce que vous apprenez que la liberté, certains jours, est d'abord une responsabilité? Et plus difficile encore, quand la menace n'a rien d'héroïque, qu'elle est bureaucratique, répétitive, presque sans visage, quand elle arrive sous forme de statistiques, de décrets, de sirènes, de files d'attente, d'interdictions, est-ce que vous arrivez à rester humain, sans romantiser la souffrance, et sans devenir cynique? Je ne parle pas seulement des épidémies. Je parle de ce que l'épidémie révèle. Camus a écrit La peste comme un roman, oui, mais il l'a aussi écrite comme un instrument de conscience. Un livre qui nous met face à une vérité que la vie adulte apprend au prix fort, il ne faut pas une tragédie personnelle pour que l'existence devienne lourde, il suffit que le quotidien perde son sens, tout en continuant d'exiger de nous les mêmes tâches. Camus choisit une ville ordinaire, Oran, et il y installe l'absurde comme une routine. Ce n'est pas une histoire de monstre. C'est une histoire de jour. Et c'est cela qui fait peur. Parce que la vie adulte, quand elle blesse, blesse comme ça, pas par le spectacle, mais par la répétition. J'ai envie de traverser la peste avec vous comme on traverse une période difficile, sans promettre de guérison facile. Le roman n'offre pas de consolation sentimentale. Il offre quelque chose de plus rare, et parfois de plus dur, la lucidité. Et la lucidité, quand elle est vraie, ne nous laisse pas intacts. Camus ne nous demande pas de l'admiration, il nous demande de l'attention. L'attention est la forme la plus sérieuse du respect. Et c'est aussi la forme la plus sérieuse de l'éthique, regarder ce qui se passe, sans détourner le regard, sans se mentir à soi-même, et pourtant choisir d'agir. C'est pour cela que ce script, comme les autres sur la chaîne, ne traitera pas la peste comme un divertissement, ni comme un prétexte à des phrases toutes faites. Nous allons la traiter comme une expérience formatrice, une œuvre qui, relue à l'âge mûr, ne parle pas seulement de maladie, mais d'exil, de travail, de peur, de solidarité, de fatigue, de petite lâcheté, et de petites grandeurs qui n'apparaissent sur aucune photo. Camus a publié La peste en 1947, après la Seconde Guerre mondiale, après l'occupation, après une Europe qui a découvert, d'une façon qu'on ne peut plus désapprendre, de quoi l'homme est capable quand la morale est remplacée par l'idéologie, et quand la vie humaine devient un chiffre. Il faut s'en souvenir sans réduire le roman à une allégorie trop étroite. Camus n'a jamais été un écrivain à une seule clé. Il écrit par couches. La peste est la peste, au sens littéral, une calamité biologique, collective. Mais elle est aussi une manière de dire ceci, le mal peut être diffus, banal, il peut se répandre sans déclarer la guerre. Le problème humain central du livre n'est pas « comment survivre à une épidémie ». Il est « comment vivre quand la vie a perdu son apparence de normalité et qu'elle continue malgré tout à exiger des décisions, des gestes, des choix ?» Et, pour un lecteur adulte, cette question est familière. Parce que l'âge mûr découvre que la normalité est fragile. Ce que nous appelons la vie ordinaire n'est qu'une fine pellicule, facile à déchirer, un emploi, une routine, un projet, une visite, un mariage, un anniversaire. Il suffit d'un événement extérieur, maladie, crise, perte, effondrement, et tout cela révèle ce que c'était, provisoire. Camus appelle cela l'absurde, mais l'absurde ici n'est pas une théorie. C'est une sensation concrète, soudain, la vie ne s'emboîte plus. Les justifications ne tiennent plus. L'avenir n'obéit plus. Vous continuez de vous réveiller, mais le sens, lui, ne se réveille pas avec vous. Et alors vient la question morale, que faites-vous de ce vide? Est-ce que vous fuyez? Est-ce que vous durcissez? Est-ce que vous vous abandonnez au désespoir? Ou est-ce que vous travaillez, même sans garantie? C'est là que La peste devient un livre de formation. Pas au sens scolaire, au sens existentiel. Il nous éduque à un type de décence qui ne dépend pas d'un espoir naïf. Et ici, j'invoque Harold Bloom comme méthode, pas comme décoration. Bloom insistait sur le fait que la grande littérature nous forme parce qu'elle élargit la conscience. Les grands personnages ne sont pas des exemples, ce sont des forces psychologiques.
Ils nous exposent. Ils nous contredisent. Ils nous donnent des mots pour des zones intérieures qu'on préférait laisser muettes. Dans La Peste, Camus construit des personnages qui ne sont pas des symboles faciles. Ils sont des manières de réagir à l'absurde. Et en les lisant, on comprend quelles réactions vivent en nous. Northrop Frye aide à situer le roman sur une carte archétypale. La Peste est un récit de siège, d'hiver moral, un monde où la ville entre dans un régime de fermeture, une sorte d'enfer quotidien où la liberté devient un souvenir. Le mythe de l'hiver, chez Frye, c'est le mythe où la vie se bloque, où la communauté se trouve sous une force qui ne négocie pas. Mais Camus n'écrit pas une apocalypse religieuse. Il écrit un hiver sans transcendance garantie. Et cela change tout, quand il n'y a pas de promesse de sens, l'éthique doit naître de l'humain. Erich Fromm, à son tour, intervient ici comme fondement. Pour Fromm, la maturité éthique ne consiste pas à obéir par peur, elle consiste à assumer une responsabilité par amour de la vie, par souci de l'autre, par respect. Dans La Peste, la question est, pouvez-vous prendre soin sans vous illusionner? Pouvez-vous aimer le monde, c'est-à-dire servir la vie, sans croire que la vie vous récompensera? Camus écrit pour les adultes, parce qu'il n'offre pas de récompense. Oran, au début du livre, est presque volontairement banal. Une ville de commerce, d'habitude, de gens occupés. Camus décrit une population qui n'a pas le temps. C'est une formule qui traverse la modernité, ne pas avoir le temps, c'est une forme d'anesthésie. Celui qui n'a pas le temps ne sent pas. Ou il sent moins. Et puis commencent les rats. Ce choix narratif est magistral justement parce qu'il est anti-héroïque. Le mal n'entre pas avec des fanfares. Il entre avec des rats morts dans les couloirs, dans les rues, dans les cours. La première réaction, c'est l'agacement, ensuite, le dégoût, ensuite, le déni. Et là, Camus touche déjà un point délicat, le déni est une défense psychique. On y parce que la vérité exigerait un changement. Échange écoute. Combien de fois, dans la vie adulte, niait-on des signes? Un examen qu'on repousse. Une usure dans le couple qu'on normalise. Une petite dépendance qu'on appelle une habitude. Une tristesse qu'on rebaptise fatigue. Camus commence avec des rats parce que les rats sont des signes. Et les signes, presque toujours, sont méprisés. La peste arrive, et la ville met du temps à l'admettre. Les autorités hésitent, les discours s'ajustent, les mesures viennent tard. Pas par méchanceté individuelle, mais par un mécanisme typique, la machine sociale n'aime pas reconnaître ce qu'elle ne contrôle pas reconnaître, c'est avouer sa vulnérabilité. Et alors apparaît le docteur Rieu. Rieu est, pour moi, l'une des figures les plus importantes du XX siècle parce qu'il représente un type d'héroïsme sans glamour. Il n'est pas un saint. Il n'est pas un martyr par désir d'être martyr. C'est un homme qui fait ce qu'il faut faire, parce que ne pas le faire serait indécent. Et ce mot, la décence, est central chez Camus. Ce n'est pas une vertu qu'on exhibe. C'est une fermeté discrète. Bloom dirait, Rieu est une force de conscience tournée vers le réel. Il ne se nourrit pas d'illusions, mais il ne se nourrit pas non plus de cynisme. Il incarne ce juste milieu rare, la lucidité sans déshumanisation. Que fait-il? Il travaille. Il soigne des malades. Il consigne. Il insiste. Il supporte l'horreur répétée. Et voici l'une des leçons les plus sévères du roman, à certaines époques, la seule forme de résistance, c'est de continuer à faire le travail. Le travail, ici, ce n'est pas la productivité. C'est le soin. C'est la présence. Il est très facile d'aimer l'humanité en abstraction. Il est très difficile d'aimer l'humanité sous la forme d'un malade précis, dans un lit précis, un jour où vous êtes épuisé. La peste met cela à l'épreuve, elle transforme l'autre en risque, et elle transforme le soin en danger. Et pourtant, Rieu soigne. Fromm nous aide à mettre des mots, l'amour non comme émotion, mais comme pratique, soin, responsabilité, respect, connaissance. Rieu aime ainsi. Pas par discours, mais par acte. Et cette forme d'amour est adulte, parce qu'elle n'attend pas d'applaudissements. La ville se ferme. Les portes se ferment. Oran entre en quarantaine. Et là, le roman change de ton, ce n'est plus seulement une maladie, c'est l'exil. Camus a une obsession morale pour le mot « exil ». L'exil, c'est être séparé de ce qui donne du sens, des personnes, des lieux, des routines, des futurs. L'exil peut être physique, mais il peut aussi être psychologique, être avec quelqu'un, et ne pas parvenir jusqu'à quelqu'un.
Dans La Peste, l'exil est collectif. Tout le monde est prisonnier. Tout le monde est séparé de quelqu'un, de quelque chose. Et, pour un lecteur adulte, cela touche une zone intime. Combien de fois avons-nous déjà vécu un exil sans bouger? Un exil dans un travail qui a perdu son sens. Un exil dans un mariage devenu cohabitation sans rencontre. Un exil en soi, quand la vie que l'on vit ne parle plus à ce qu'on avait rêvé. Camus transforme cela en paysage. L'air change. Les conversations changent. Le temps change. La ville commence à vivre au rythme des bulletins. La vie devient un décompte. Elle devient le nombre de morts, le nombre de cas, le nombre de jours. Et là apparaît une ironie cruelle, le monde moderne aime les chiffres parce que les chiffres donnent l'impression de contrôler. Mais les chiffres déshumanisent aussi. Une mort numérotée est plus facile à supporter qu'une mort nommée. Camus, alors, tient à nous donner des noms. Rieux, Tarou, Rambert, Grand, Panelou, Cottard. Il nous rend l'individualité. Comme s'il disait, la peste, c'est la masse, la résistance, c'est la personne. Parlons de Tarou. Tarou est l'une des consciences les plus inquiètes du livre. Il arrive en observateur, presque comme un homme qui note tout. Il tient des carnets. Il regarde. Il remarque. Et peu à peu, il révèle une biographie morale qui n'a rien de simple. Tarou porte une vieille culpabilité, liée à la violence, au père, à la peine de mort, à la manière dont le monde légitime de tuer au nom d'idées. Tarou est, chez Camus, une force de conscience éthique qui cherche une forme d'innocence, non pas l'innocence enfantine de celui qui ne sait pas, mais une innocence adulte, ne pas participer au meurtre, ne pas collaborer à la machine de mort, même lorsque la mort se déguise en loi. C'est une question terrible pour les adultes, dans quelle mesure la vie sociale nous rend-elle complices d'une forme de violence? Pas toujours une violence physique. Parfois, c'est la violence d'une indifférence organisée, d'une carrière bâtie sur l'humiliation d'autrui, d'un avantage obtenu par le silence. Tarou veut être un « saint sans Dieu ». Je le dis avec prudence, parce que Camus ne romantise pas la sainteté. Tarou est plein de contradictions, mais il a une aspiration, vivre d'une manière qui n'aggrave pas la souffrance du monde. Cela peut sembler trop grand. Mais, concrètement, à Oran, cela devient quelque chose de très simple. Tarou organise des équipes sanitaires, il s'engage, il travaille aux côtés de Rieux. Il ne se réfugie pas dans la contemplation. Il transforme son inquiétude en action. Et là, Camus intervient, presque sans théorie, la révolte. Se révolter, chez Camus, ce n'est pas crier, c'est refuser d'accepter l'injustice comme norme. C'est dire non à la peste, tout en sachant que ce « non », peut-être, ne gagnera pas. Tout en sachant que la mort va continuer. La révolte ne garantit pas la victoire, elle garantit la dignité. Et la dignité, pour un adulte, est un mot qui coûte, faire ce qui est juste, sans certitude de retour. Raymond Rambert est une autre force. Rambert est journaliste, étranger à Oran. Il est là par hasard. La peste arrive, et il se retrouve enfermé, séparé de la femme qu'il aime. Sa réaction est humaine, et c'est pour cela qu'elle est intéressante, il ne veut pas être un héros. Il veut partir. Il trouve injuste que sa vie soit interrompue par un problème qui n'est pas le sien. Il veut son bonheur privé. Ce conflit est essentiel, parce qu'il n'est pas un « méchant ». Il représente une part de nous, celle qui dit « je n'ai pas demandé ça ». Et bien souvent, c'est vrai, la vie nous impose des choses que nous n'avons pas demandées. La question éthique, c'est, le fait de ne pas avoir demandé vous dispense-t-il d'agir? Rambert tente de fuir. Il cherche des moyens illégaux, des intermédiaires, des contacts. Et Camus suit cet effort avec un réalisme sans condamnation. Le lecteur adulte sent la tentation, qui ne ferait pas la même chose par amour? Qui ne tenterait pas de sauver ce qui est à lui? Mais le roman déplace la question, pendant que Rambert se bat pour son bonheur, des gens meurent. Il est pris dans un dilemme qui ne se résout pas par du moralisme. Et, peu à peu, il change. Pas par un sermon, mais par la proximité de Rieux et de Tarou. Il comprend qu'il y a une indécence à chercher son salut personnel pendant que la ville entière coule, non pas parce qu'il doit quelque chose d'abstrait, mais parce qu'il est déjà dedans. Il fait déjà partie. Il respire déjà le même air. Et alors, il fait le choix le plus significatif du roman, il décide de rester. Cette décision est, pour moi, l'une des grandes scènes silencieuses de la littérature moderne. Parce que c'est une renonciation, renoncer au bonheur privé, immédiat,
au nom d'une solidarité qui ne promet aucune récompense. Rambert découvre une phrase morale que la maturité apprend dans la douleur. Il y a des moments où le bonheur particulier dépend du fait de ne pas abandonner le monde. Ce n'est pas un héroïsme romantique. C'est une réorientation de la conscience. Bloom dirait, c'est un personnage qui s'entend changer, qui devient plus grand que son premier récit de lui-même. Fromm dirait, la liberté de Rambert mûrit. Elle cesse d'être une liberté fuite, et elle devient une liberté responsabilité. Et c'est très rare. Joseph Grant. Grant est employé municipal, un homme simple, presque invisible. Il essaie sans cesse d'écrire une phrase parfaite pour un roman qui n'avance jamais. Une phrase. Il la réécrit, il l'ajuste, il la corrige. Grant a quelque chose de comique, mais Camus ne le traite pas comme une plaisanterie. Grant est une figure de tendresse morale. Il représente l'homme ordinaire qui ne se croit pas grandiose, mais qui, quand la peste arrive, fait ce qu'il peut. Lui aussi participe aux équipes. Grant est important parce qu'il démonte l'idée que seuls les brillants résistent. Parfois, ceux qui soutiennent le monde sont ceux qui n'ont pas vocation à l'épique. Ceux qui soutiennent le monde, ce sont ceux qui se présentent. Et, dans la vie adulte, c'est une vérité qui humilie notre narcissisme, ce qui change la réalité, ce n'est pas ce qu'on dit de soi, c'est ce qu'on fait quand personne ne regarde. Grant porte aussi une tristesse intime, un mariage perdu, une femme partie, une vie devenue petite. Il ne transforme pas cela en amertume. Il continue. Et chez Camus, c'est presque un miracle, continuer sans espoir spectaculaire, continuer par décence. S'il existe un saint possible chez Camus, c'est peut-être ce type d'homme, pas celui qui brille, mais celui qui persiste. Le père Paneloux. Ici, le roman entre dans une zone délicate, la religion face à la souffrance. Paneloux prêche. Dans son premier sermon, il interprète la peste comme une punition divine. La peste comme châtiment. C'est l'ancienne tentative de donner un sens à l'horreur. Si c'est un châtiment, alors il y a une justice. S'il y a une justice, alors le monde est lisible. Si le monde est lisible, on peut se calmer, parce que la douleur a une raison. Camus ne réfute pas Paneloux par une attaque vulgaire. Il laisse le réel réfuter. Parce que le réel, quand il montre un enfant mourant dans l'agonie, détruit certaines théodicées avec une force qu'aucune argumentation ne peut égaler. Il y a une scène centrale, la mort d'un enfant, qui est peut-être le point le plus insupportable du livre. Camus l'écrit avec sobriété, et c'est pour cela qu'elle frappe davantage. Ce n'est pas de l'exploitation sentimentale. C'est une exposition de l'intolérable. Et là, beaucoup de choses se décident. Rieu, devant cette mort, ne fait pas de philosophie. Il ressent une répulsion morale. Il dit, très simplement, qu'il refusera d'aimer une création où des enfants sont torturés. Ce refus est camusien, ce n'est pas un athéisme militant, c'est une révolte éthique. Paneloux, après cela, change. Son second sermon n'est plus le même. Il ne parle plus avec la sécurité du châtiment. Il parle avec le risque de la foi. Il se retrouve face à un dilemme, ou bien accepter tout, y compris l'intolérable, ou bien renoncer. Paneloux tente d'accepter. Mais cette tentative a un prix. Camus traite Paneloux avec ambiguïté, il y a en lui quelque chose de courageux, et quelque chose d'aveugle. Le courage de ne pas fuir la souffrance. L'aveuglement de vouloir la justifier. Pour le lecteur adulte, c'est précieux, parce que cela nous empêche de caricaturer. La vie est pleine de Paneloux, à l'intérieur et à l'extérieur de la religion, des gens qui, face au chaos, courent vers des récits prêts à l'emploi parce qu'ils ne supportent pas le vide. Parfois, ces récits consolent. Parfois, ils blessent. Parfois, ils font les deux. Cottard. Cottard est un personnage inquiétant, parce qu'il prospère avec la peste. Il est suspect, mêlé à des illégalités, et il vit avec la peur de la police. Quand la ville entre en calamité, sa peur diminue, le monde entier a peur. La normalité qui le poursuivait disparaît. La peste, paradoxalement, lui apporte une forme de soulagement et d'opportunité. Cottard représente quelque chose de très désagréable, le fait que, dans toute tragédie collective, il y a toujours quelqu'un qui en tire profit. Pas forcément par méchanceté consciente, mais parce que l'effondrement redistribue des avantages, dissout les surveillances, ouvre des brèches. La peste est aussi un marché. Camus n'a pas besoin de le dénoncer, il le montre. Et, en nous, Cottard est cette part qui s'adapte à l'horreur,
parce qu'elle y trouve une excuse pour être pire ou une excuse pour ne pas changer. C'est une ombre morale. Et Camus, en grand écrivain, ne nous laisse pas pointer Cottard du doigt sans nous soupçonner nous-mêmes. Bloom dirait, le roman nous forme parce qu'il nous oblige à reconnaître des forces que nous préférerions nier. Cottard est l'une de ces forces. Maintenant, j'ai envie de regarder le livre comme un tout, et là encore Northrop Frye. La peste est un roman qui descend vers le mode ironique, il n'y a pas de héros au sens traditionnel. Il n'y a pas de triomphe garanti. L'ennemi est impersonnel. La victoire, quand elle existe, est provisoire. Et pourtant, il y a un mouvement archétypal, la ville entre dans un hiver, puis revient vers une sorte de printemps. Les portes rouvrent. Les gens s'embrassent. Il y a la fête. Mais Camus fait quelque chose de décisif, il empêche que ce printemps devienne un salut définitif. Il dit, avec une clarté presque cruelle, que le bacille ne meurt jamais. Il peut rester endormi des années, dans les vêtements, dans les meubles, dans les tiroirs, et revenir. Cette phrase finale est l'une des plus graves du XX siècle, parce qu'elle détruit la fantaisie moderne d'un progrès moral inévitable. Il n'y a pas de « fin du mal ». Il n'y a pas de « guérison » historique. Il y a la vigilance. Il y a la lucidité. Il y a le travail. Et là, La peste cesse d'être un roman d'épidémie, et devient un roman de conditions humaines, le mal est récurrent. La bêtise est récurrente. L'indifférence est récurrente. Et la décence doit être récurrente, elle aussi. Du point de vue camusien, cela nous place dans une éthique sans garantie. Et c'est exactement ce que la vie adulte, quand elle perd ses illusions, doit apprendre, faire ce qui est juste, sans la promesse que le juste l'emportera. Ce n'est pas du pessimisme. C'est de la gravité. Je voudrais revenir, maintenant, à ce que le roman révèle au lecteur adulte. D'abord, il révèle à quel point notre idée du contrôle est fragile. La peste montre que la vie peut être confisquée par quelque chose qui ne négocie pas. Et face à cela apparaissent des réactions typiques, le déni, la fuite, une religiosité qui justifie, l'opportunisme, le travail silencieux, la solidarité, le désespoir. Camus organise ces réactions en personnages pour que nous nous reconnaissions, sans avoir à nous avouer directement. Deuxième point, il révèle le prix psychologique du confinement et de l'exil. Camus décrit la séparation des amants, des familles, des amis, comme une douleur sans langage. Et, pour beaucoup d'adultes, cette douleur est familière, la douleur d'être loin de ce qu'on aime par obligation, par travail, par faute, par mauvais choix. La douleur de comprendre trop tard. La douleur de ne pas pouvoir remonter le temps. La peste transforme le manque en institution. Le manque devient règle. Et c'est dévastateur, parce que le manque, quand il est ponctuel, se supporte, quand il devient un système, il devient corrosif. Troisième point, il révèle que la souffrance collective peut autant humaniser que déshumaniser. La calamité peut créer une solidarité réelle des équipes sanitaires, de l'aide mutuelle, de l'amitié, mais elle peut aussi créer la dénonciation, la peur, l'égoïsme, la brutalité. Camus n'idéalise pas la communauté. Il l'observe. Et c'est profondément formateur, il nous empêche de croire que les gens sont bons ou mauvais par nature. Il montre qu'ils oscillent, et que l'éthique est un choix constant, pas une essence. Fromm dirait que, face à la peur, l'homme a tendance à chercher des échappatoires, la soumission aux autorités, la destructivité, le conformisme automatique. À Oran, cela apparaît, des gens veulent des ordres, des règles, quelqu'un qui dise « ça va passer ». D'autres veulent détruire, accuser, chercher des boucs émissaires. D'autres encore se débranchent intérieurement et avancent mécaniquement. Mais Camus montre aussi une autre possibilité, le choix de rester humain, c'est-à-dire de rester responsable. Rieu en est l'exemple le plus net, mais il n'est pas le seul. Tarou, Grand, Rambert, chacun à sa manière s'oriente dans cette direction. Quatrième point, le roman révèle la limite de la liberté individuelle. C'est une leçon adulte, souvent amère. En temps normal, on aime imaginer que la liberté, c'est faire ce qu'on veut. En temps de peste, la liberté devient un problème moral, ce que je fais atteint l'autre. Le corps devient vecteur. Le geste devient risque. Et cela, dans la vie contemporaine, apparaît de bien des façons, pas seulement dans les épidémies. Dans toute situation où nos choix ont des effets invisibles, l'économie, la technologie, le langage, la violence quotidienne, les rapports de pouvoir au travail. Camus nous entraîne à penser l'invisible.
Il nous entraîne à une responsabilité qui n'a pas besoin d'être vue. Je voudrais entrer maintenant dans un point qui, pour moi, est le cœur silencieux du livre, le rapport entre lucidité et tendresse. Camus est souvent lu comme un écrivain froid, sec. Mais c'est une erreur de perception. Le style est retenu, parce que le sujet est trop immense pour le mélodrame. La retenue est une forme de respect envers la souffrance. Et, à l'intérieur de cette retenue, il y a de la tendresse, une tendresse qui ne console pas, mais qui accompagne. Rieu accompagne. Il ne promet rien. Il ne ment pas. Il ne dit pas « tout ira bien ». Il est simplement là. Et être là, c'est la forme d'amour la plus rare. Combien de fois, dans la vie adulte, ce dont nous avons eu besoin n'était pas d'un conseil, mais d'une présence. Combien de fois l'autre ne pouvait pas résoudre, mais il pouvait rester? Camus écrit un roman entier comme une éthique du rester. Et cela se relie au refus, chez Camus, d'offrir une transcendance facile. Quand il n'y a pas de Dieu qui garantisse un sens, le sens doit être construit dans la relation humaine. Pas comme un substitut religieux, mais comme un engagement terrestre. Si je fais une mise à jour contemporaine minimale, c'est pour noter combien notre époque a du mal avec cela. Nous voulons des solutions rapides, des récits courts, des coupables clairs, des fins satisfaisantes. La peste, chez Camus, détruit cette fin enfantine de conclusion. Elle exige de la durée. Elle exige de supporter l'inachevé. Et l'adulte, s'il veut mûrir, doit supporter l'inachevé. Regardons de plus près la structure morale du roman, ce que Camus appelle le « combat ». Combattre la peste, ce n'est pas gagner. C'est lutter contre quelque chose qui, parfois, semble inévitable. Cette lutte a un caractère absurde, vous travaillez, et la mort continue. Vous en guérissez un, vous en perdez un autre. Vous sauvez aujourd'hui, vous enterrez demain. L'effort paraît disproportionné par rapport au résultat. Et c'est là que Camus enseigne la différence entre l'efficacité et la dignité. La dignité ne dépend pas du résultat, elle dépend de l'acte. C'est profondément anti-utilitariste, et profondément humain. Rieu combat parce qu'il est médecin. Et être médecin, ici, n'est pas un métier, c'est une identité morale. Il serait moins homme s'il ne combattait pas. Cette idée, être moins homme si l'on ne fait pas ce qu'il faut, est dure, parce qu'elle supprime les excuses. Et en même temps, elle est libératrice, parce qu'elle simplifie, il y a des choses qui doivent être faites, même sans garantie. La vie adulte, quand elle devient sérieuse, se réduit à cela, il y a des choses qui doivent être faites. Et cette réduction n'appauvrit pas. Elle clarifie. Je voudrais parler maintenant de ce que la peste fait au temps. Le temps, dans une calamité, se déforme. Les jours se ressemblent. L'espoir devient calcul. L'avenir devient une abstraction. Camus décrit la ville vivant dans un présent fermé. Les gens perdent l'habitude d'imaginer. Et c'est l'une des formes les plus terribles de souffrance, perdre l'imagination de l'avenir. Quand l'imagination de l'avenir disparaît, la vie se rétrécit. Et le rétrécissement produit de l'irritation, de la violence, du désespoir, ou de l'anesthésie. La peste crée une sorte de claustrophobie morale. Cela résonne directement avec la vie adulte en période de crise personnelle. Il y a des moments où l'avenir se contracte, une maladie, une perte, une dette, un effondrement psychologique. Vous n'arrivez pas à imaginer, dans un an. Vous n'arrivez qu'à imaginer, jusqu'à demain. Et parfois, même pas cela. Camus nous donne des mots pour cet état. Et en donnant des mots, il nous donne une part de lucidité, si je peux nommer ce qui m'arrive, je ne suis pas entièrement englouti. Bloom insisterait sur ceci, la grande littérature élargit notre répertoire intérieur. La peste élargit le nôtre, parce qu'elle offre une manière de penser la souffrance sans la sanctifier. Et nous arrivons ici au point le plus délicat, ce que le roman fait à l'idée d'espoir. Camus est souvent accusé d'être sans espoir. Pourtant la peste est, paradoxalement, un roman profondément engagé du côté de la vie. Il refuse simplement l'espoir comme anesthésie. Il refuse l'espoir comme promesse creuse. Ce qu'il accepte à la place est plus exigeant, un espoir modeste, presque pudique, qui ne s'annonce pas. Un espoir qui existe comme action. Pas comme sentiment. Rieu espère, pas en discours. Il espère en faisant. Tarot espère en organisant des équipes. Grant espère en remplissant des formulaires et en allant travailler. Rambert espère en restant. Cet espoir actif est peut-être le seul espoir qui ne trahit pas.
Parce qu'il ne dépend pas de l'avenir, il dépend du présent. Fromm appellerait cela la productivité au sens humain, produire de la vie, produire du soin, produire du lien. Pas produire de la marchandise. Produire de la décence. Maintenant, j'ai envie d'entrer dans le moment où le livre devient, pour moi, plus personnel. Il y a une scène qui revient toujours quand je relis La Peste, la sensation de fatigue des personnages. Une fatigue qui n'est pas seulement physique, elle est morale. La fatigue de voir des gens mourir. La fatigue de faire ce qui est juste et de ne recevoir, en retour, rien d'autre que davantage de travail. La fatigue de cohabiter avec la bêtise des autres, avec le déni, avec la bureaucratie, avec la répétition. Cette fatigue est très adulte. Parce que l'adulte découvre que le monde ne récompense pas proportionnellement. Parfois, il punit le juste en lui donnant plus d'obligations. Et cela engendre la tentation du cynisme, si rien ne change, à quoi bon essayer? Camus écrit contre cette tentation. Pas par une leçon, mais par un exemple de conscience. La question qu'il nous pose est simple et brutale, voulez-vous avoir raison, ou voulez-vous être décent? Avoir raison, souvent, est facile, il suffit de pointer l'hypocrisie, la corruption, l'ignorance. Être décent, c'est difficile, c'est continuer à faire sa part, même quand on pourrait justifier son omission. La Peste est un roman entier sur des gens qui refusent la justification de l'omission. Et, dans la vie réelle, c'est ce qui sépare une maturité vivante d'une maturité amère. Si je devais dire, en quelques mots, ce que La Peste révèle au lecteur adulte, je dirais ceci. Elle révèle que la vie est vulnérable, et que cette vulnérabilité ne nous autorise pas à abandonner l'autre. Elle révèle que la liberté, sans responsabilité, devient un privilège et le privilège, en temps de peste, devient une violence. Elle révèle que le mal est récurrent, et que la seule victoire possible est une vigilance morale, ne pas laisser le cœur se durcir. Elle révèle que le véritable héroïsme est silencieux. Elle révèle que le sens n'arrive pas tout fait, mais qu'il peut être construit dans des gestes petits, répétés, obstinés. Et enfin, elle révèle quelque chose qu'on apprend tard, il existe des souffrances qui n'ont pas d'explication, mais qui ont une réponse. Pas une explication métaphysique. Une réponse éthique. La réponse, c'est le soin. C'est la solidarité. C'est le refus d'abandonner. Camus ne nous donne pas un « pourquoi ». Il nous donne un « comment ». Et, pour la maturité, c'est l'essentiel. Je reviens donc à la question du début, quand le monde déraille, que faites-vous de votre liberté? Après avoir lu La Peste, je n'arrive plus à voir la liberté comme un droit isolé. Je la vois comme une forme de lien. Ma liberté n'est humaine que si elle reconnaît l'autre. Si elle ignore l'autre, elle devient un simple caprice et le caprice est une manière infantile de vivre. Camus ne nous demande pas d'être purs. Il nous demande d'être lucides et décents. Et c'est déjà beaucoup. Et peut-être est-ce là la raison de relire, le livre n'a pas changé, c'est nous qui avons changé. Et quand nous changeons, nous découvrons qu'un roman écrit il y a des décennies ne parle pas d'une ville lointaine, il parle de notre quotidien quand il perd son sol. La peste, au fond, ce n'est pas seulement la maladie. C'est tout ce qui nous sépare, nous déshumanise, nous fait traiter l'autre comme un obstacle. Et si le bacille peut dormir et revenir, alors la décence aussi doit être recommencée chaque jour. Je préfère terminer sans conclusion fermée, comme Camus l'exige. Juste avec une vigilance. À quel moment de votre vie avez-vous compris que la normalité était une illusion confortable et qu'avez-vous fait quand cette illusion est tombée? Dans les prochaines vidéos, j'aimerais continuer avec des œuvres qui ne nous offrent pas un confort rapide, mais qui nous donnent quelque chose de plus durable, une forme de lucidité qui aide à traverser le quotidien sans se mentir à soi-même. Si ce type de lecture vous accompagne, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne discrètement, cela soutient le travail et permet la continuité des prochains scripts.